Bonjour tout le monde, le Reiki est une pratique spirituelle et thérapeutique développée au Japon au début du XXe siècle. Il promet de guérir les maux du corps et de l'esprit par l'imposition des mains et la canalisation d'une sorte d'énergie universelle. Popularisé en Occident depuis les années 1980, il séduit par son approche douce et holistique. Mais qu'est-ce que ça vaut vraiment, le Reiki ? Pour cette synthèse que vous regardez, j'ai consulté différentes sources, elles seront affichées en bas de votre écran. J'ai consulté les sites de promotion du Reiki, bien sûr, mais également le travail des assos qui luttent contre les dérives sectaires, parce que c'est un sujet qui est connexe. J'ai lu des contributions de sceptiques également au fil des années, et puis j'ai regardé ce que dit la science, la littérature scientifique. On va démarrer. Juste avant, pensez à activer la cloche, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Et puis, sincèrement, abonnez-vous, c'est bon pour le karma. On démarre. Le Reiki trouve ses origines au Japon au début du XXe siècle. Son fondateur, Mikao Usui, a développé cette méthode en 1922 après une expérience spirituelle. Ancien moine bouddhiste et érudit, il aurait jeûné et médité sur le mont Kurama près de Kyoto pendant 21 jours avant de recevoir une illumination lui transmettant les principes fondamentaux du Reiki. Usui aurait en fait redécouvert une technique de guérison ancestrale, bien qu'aucune preuve historique ne confirme l'existence du Reiki avant cette date. Cette technique repose sur une énergie universelle que Usui va nommer Reiki, d'où le nom du Reiki. Vous voyez, il n'y a pas de mystère, hein, c'est relativement simple et comme ça on peut suivre. Ce mot Reiki signifiant littéralement énergie spirituelle ou force vitale universelle. Selon les récits traditionnels, Usui aurait étudié le bouddhisme, le christianisme et d'autres traditions spirituelles, mais aucune preuve historique ne vient étayer ces assertions. Usui a surtout connu plusieurs échecs professionnels avant de se tourner vers le spiritualisme. Il a notamment travaillé comme secrétaire pour un politicien, puis a tenté sans succès de devenir homme d'affaires, et à aucun moment il n'a étudié la médecine. Après cette révélation sur la montagne, Usui fonde la société d'apprentissage du Reiki Usui et enseigne sa méthode à plus de 2000 personnes jusqu'à sa mort en 1926, alors qu'il n'a que 60 ans. La rapidité avec laquelle Usui est passé d'une expérience mystique personnelle à une entreprise lucrative de formation de guérisseurs mérite d'être gardée à l'esprit. Ensuite, Shujiro Hayashi, un ancien officier de la marine japonaise, devenu disciple d'Usui, systématise la pratique en développant des positions des mains standardisées. C'est Hayashi qui forme Awayo Takata, une américaine d'origine japonaise qui joue un rôle capital dans l'introduction et la diffusion du Reiki en Occident à partir des années 1930. Takata a considérablement modifié et occidentalisé le Reiki. Elle crée un système de maîtrise et d'initiation par niveau. Elle ajoute des éléments commerciaux absents de la pratique originelle et elle relie la pratique à la figure de Jésus-Christ qui guérissait lui aussi avec ses mains, après tout, parce que pourquoi pas. À sa mort en 1980, elle avait formé 22 maîtres Reiki qui ont ensuite propagé cette pratique aux États-Unis puis en Europe. Dans les années 1990, le Reiki connaît une expansion considérable et se diversifie en plusieurs écoles et tendances. Cet essor fulgurant se produit notamment grâce à son intégration dans le mouvement New Age. Diffusion et importance actuelle. Le Reiki s'est principalement diffusé par des réseaux informels, de praticiens et de maîtres formateurs, ainsi que par des centres de bien-être, des écoles de médecine alternative et plus récemment via Internet et les réseaux sociaux. Aux États-Unis, le Reiki a réussi une percée significative dans certains hôpitaux et centres médicaux qui l'offrent comme thérapie complémentaire, principalement pour la gestion du stress et de l'anxiété. Le marché de la formation Reiki est particulièrement lucratif avec des coûts allant de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros pour atteindre le niveau de maître. La pratique s'est aussi diversifiée en de nombreuses variantes. Alors je ne serai pas exhaustif, pardon à tous ceux que je vais oublier. Reiki Usui, traditionnel, Reiki Karuna, Reiki tibétain, Reiki
Kundalini, Reiki Shambhala, Gendai ou Gendai Reiki, Reiki Sechem, Reiki Holy Fire, Reiki animalier ou encore Reiki chamanique, chacune avec ses propres prétentions et techniques. Aujourd'hui, n'importe qui peut se déclarer maître Reiki. Alors le plus souvent quand même après une petite formation accélérée, ce qui ouvre la porte à des abus potentiels, évidemment. On estime qu'il y a des milliers de praticiens de Reiki dans le monde, dont plusieurs centaines en France. Cependant, il n'existe pas de chiffre officiel car la pratique n'est pas régulée. La Fédération française de Reiki traditionnel et d'autres organismes comme le Syndicat national des praticiens et enseignants de Reiki regroupent des praticiens, mais leur nombre exact n'est pas mentionné. En France, le site Resalib répertorie 530 praticiens du Reiki, dont quand même 344 maîtres Reiki. Bravo à eux. Principe et prétention du Reiki. L'approche du Reiki repose sur la croyance que les blocages ou déséquilibres énergétiques sont à l'origine de divers maux physiques ou émotionnels. La pratique implique la transmission d'énergie par l'apposition des mains du praticien sur ou au-dessus du corps du receveur dans le but d'harmoniser l'énergie vitale et de favoriser le bien-être. Le Reiki repose sur quelques concepts fondamentaux qui constituent son socle théorique. Regardons-les ensemble. L'énergie universelle, le Reiki postule l'existence d'une énergie vitale ou force universelle qui imprégnerait tout l'univers et serait accessible aux praticiens initiés. Oui, ça fait penser un peu à la force. La canalisation énergétique. Les praticiens affirment pouvoir canaliser cette énergie à travers leurs mains pour la transmettre à une personne dans le but de rééquilibrer son champ énergétique. L'initiation. Pour pratiquer le Reiki, une personne doit être initié par un maître Reiki qui ouvre ses canaux énergétiques à travers un rituel spécifique. Et enfin, les niveaux d'apprentissage, la pratique moderne est généralement divisée en 3 ou 4 niveaux, chacun permettant d'accéder à des techniques et des symboles spécifiques. Comment se déroule une séance de Reiki ? Pour tenter d'apaiser ces maux de grossesse, Vanessa a choisi le Reiki. Je vais poser mes mains sur l'ensemble du corps. D'accord. De manière à ce que vous puissiez prendre l'énergie Reiki sur toutes les zones de votre corps. D'accord. Je vais aussi passer plus de temps sur les zones où vous en avez besoin. Donc là d'abord je vais faire ce qu'on appelle le scanner. Ça permet de prendre un premier contact. Donc moi au niveau de mes mains je sens que ça picote bien. D'accord. Donc c'est que vous avez un besoin à ce niveau-là. Alors il faut savoir que le Reiki n'est pas imposé au bébé. Il est proposé et le bébé va prendre, s'il le souhaite, l'énergie du Reiki. Voici ce qu'on trouve sur un des sites qui fait la promotion du Reiki. Avant de procéder à la séance de Reiki, le thérapeute de cette technique, appelé Reikiano, alors là, ils ont un mot, Reikiano, que j'ai vu nulle part ailleurs, et plus tard dans la phrase, ils disent Reikian. Je vais partir du principe que ce n'est pas une faute, et qu'il y a 2 mots et qu'ils sont valides. Voilà. Soyons charitables. Donc le Reikiano, il sera Reikiano pendant au moins quelques syllabes, procède à un nettoyage énergétique de l'environnement afin de garantir un esprit et une conscience d'harmonie et d'amour. Pendant les séances, le Reikian, ça y est, maintenant il est devenu Reikian, pose ses mains sur le corps d'une personne afin de modifier l'oscillation ou la vibration des énergies, ce qui apporte des bienfaits avérés, tels que le soulagement de la douleur et la réduction des symptômes de l'anxiété et du stress. À la lecture de ces quelques mots, je me pose des questions, je me demande mais quelle est la nature de cette énergie? De quelle manière est-elle transmise? Est-ce qu'on peut la quantifier? Quels risques sont liés à sa manipulation? Parce que les énergies dans le monde physique, on sait que ça peut être dangereux. Comment distingue-t-on une séance réussie d'une séance ratée? Parce que des fois ça rate, ou alors peut-être que ça ne rate jamais, et quand même ça serait bien. Comment cette énergie agit-elle sur le corps? Autant de questions qui me semblent légitimes, qu'on peut poser pour toutes les pratiques qui existent, et auxquelles une pratique qui a plus de 100 ans maintenant, comme le Reiki, devrait pouvoir apporter des réponses sans aucun problème. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de réponse à ces questions dans la documentation en ligne, ce qui n'empêche pas le Reiki d'avoir des prétentions thérapeutiques
parce que cette énergie, elle aurait des effets visibles sur le corps. Selon ses promoteurs, le Reiki est utile et efficace pour traiter 2 points. Vous êtes prêts? Le stress et l'anxiété, on l'a déjà dit, la dépression, les douleurs chroniques, la fatigue, les troubles de l'humeur, l'arthrite, les cancers, la tension émotionnelle, les problèmes de sommeil, les maux de tête, les symptômes liés à la chimiothérapie, le mal-être en général, non pas de pain, les pertes de repères dans la vie, dans le travail, avec les proches, le manque de sens à la vie, la réactivité émotionnelle et la somatisation. Cette pratique est tellement formidable qu'on la retrouve jusque dans les hôpitaux. Et cette reconnaissance est précieusement mise en avant, notamment sur le site d'une praticienne Reiki, en annales akashiques, en hypnose ericksonienne, qui nous raconte la chose suivante. 2 points, ouvrez les guillemets. En France, le Reiki commence à faire son entrée dans certains établissements hospitaliers, parmi eux l'hôpital de la Timone à Marseille. Ici, le Reiki a été intégré dans les services d'oncologie de soins palliatifs pour accompagner les patients atteints de pathologies lourdes. Les bénéfices rapportés incluent une diminution significative des douleurs chroniques, une réduction de l'anxiété, une récupération post-opératoire plus rapide et un sommeil de meilleure qualité. L'hôpital du Vert-Galant à Tremblay en France. Depuis 2021, un protocole spécifique de soins Reiki Usui japonais est appliqué au sein du service de néphrologie, notamment pour les patients en hémodialyse. Ces séances, menées par des praticiens bénévoles sous la supervision de Célestine Gomez, infirmière, et Karine C. Aymon, maître Reiki, ont permis de réduire le recours aux somnifères et antalgiques tout en améliorant le sommeil et le moral des patients. Ces exemples témoignent de l'intégration progressive du Reiki dans le système de santé français, bien qu'il reste encore à convaincre certaines institutions et autorités de santé. Fin de citation. On pourrait ajouter à cette liste le centre hospitalier de Briançon, où des séances de sophrologie de Reiki sont proposées dans le service de gériatrie, le Médipôle de Lyon-Villeurbanne, qui fait la promotion de Reiki dans le cadre de la campagne Octobre Rose de sensibilisation au cancer du sein. L'hôpital privé du Plérin en Bretagne propose le Reiki à ses malades. D'autres sites de promotion et de vente de formation insistent sur la présence du Reiki dans les hôpitaux du monde entier. Aux États-Unis, l'hôpital régional de Portsmouth, dans le New Hampshire, utilise le Reiki depuis 1995. Le Children's Hospital Boston propose le Reiki parmi ses soins pédiatriques. Le centre de médecine intégrative de la clinique de Cleveland, dans l'Ohio, offre des séances de Reiki. L'hôpital universitaire du Michigan à Ann Arbor et l'hôpital général Le Marin au nord de San Francisco proposent également des séances de Reiki. Au Royaume-Uni, l'University College London Hospital NHS propose des soins Reiki pour le stress, les troubles de l'humeur et en complément du traitement du cancer. Lantry University Hospital NHS à Liverpool offre des soins Reiki en médecine gériatrique. Mais on pourrait citer aussi la Suisse, où il est remboursé par certaines assurances santé, l'Espagne, le Brésil, l'Allemagne, etc. Les promoteurs du Reiki ne s'y trompent pas. Ces informations sont de nature à apporter du crédit à leur pratique. Quand un hôpital accueille un soin, il valide implicitement le sérieux de ceux qui le pratiquent et la qualité des théories sur lesquelles il repose. Nous devrions toujours pouvoir en conclure qu'on peut avoir confiance. Ce serait tellement bien qu'on puisse toujours en conclure qu'on peut avoir confiance, mais nous avons un problème quand on examine les données scientifiques. Alors, parenthèse, faisons une petite mise au point sémantique. Le praticien du Reiki canalise une énergie universelle via des positions prédéfinies des mains. Le magnétiseur, ça n'a rien à voir, il utilise sa propre énergie à lui, un fluide magnétique par des passes manuelles. L'énergéticien, ça c'est un terme plus large qui regroupe différentes approches énergétiques et cette distinction n'a heureusement pas beaucoup d'importance puisque le niveau de preuve des allégations concernées pour tous ces métiers est exactement le même et on va voir ensemble le niveau de ces preuves.
Que dit la science? La science a prouvé les résultats de la réikiologie, nous dit le site de la Fédération française de Reiki. Mais la page qui titre cela est complètement vide, ou plus exactement, elle contient des tableaux, elle contient des choses, des données, mais absolument aucun lien vers l'étude qu'elle est censée vouloir illustrer. On ne sait pas où trouver cette étude scientifique qui prouverait toutes ces choses, et c'est un petit peu étonnant. Alors on va chercher ailleurs. Les études scientifiques sur le Reiki sont limitées et souvent critiquées pour leur méthodologie et notamment des conflits d'intérêts parce que les chercheurs sont souvent même des praticiens de Reiki eux-mêmes. Et c'est souvent le cas pour l'ensemble des pratiques de soins non conventionnelles. Pour se faire un avis solide, il faudra éplucher un peu la littérature scientifique sur les 25 dernières années. Ne nous laissons pas impressionner et allons-y ensemble. Venez, une revue systématique de 2003 sur l'effet du Reiki sur les douleurs des patients avec cancer a été publiée dans Holistic Nursing Practice, pratique infirmière holistique, que l'on peut sans mal considérer comme ayant un biais en faveur des approches alternatives et dont l'impact factor est de 1,048 en 2021, ce qui indique une crédibilité réduite, même dans son domaine. Que nous disent les auteurs? Ouvrez les guillemets. Un nombre limité d'études montrent que le Reiki appliqué aux patients atteints de cancer a un effet positif sur la douleur. Il est recommandé de mener davantage d'essais contrôlés, randomisés, de haute qualité méthodologique, qui examinent l'efficacité de l'application du Reiki pour les patients atteints de cancer. Fermez les guillemets. En gros, ils n'ont rien d'assez solide pour conclure. Ça nous rappelle la plupart des études pour la plupart des pratiques de soins non conventionnels. En 2006, une étude in vitro montre un effet du Reiki. Dans cette étude, 14 praticiens ont un effet sur une culture bactérienne, mais seulement s'ils ont pratiqué auparavant des séances de guérison sur un être humain. Si l'on veut bien croire les résultats de cette étude isolée dans un journal de médecine alternative, et ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Si on veut y croire, on apprend que l'énergie du Reiki est bénéfique à la croissance bactérienne et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle si votre problème c'est une infection. En 2008, l'International Journal of Clinical Practice, un journal solide enfin, publie une méta-analyse dirigée par Edzard Ernst. 205 études potentiellement pertinentes étaient identifiées, mais seules 9 répondaient aux critères d'inclusion, ce qui indique une très faible qualité des travaux en général sur le sujet. Je cite, ouvrons les guillemets. En conclusion, les preuves sont insuffisantes pour suggérer que le Reiki est un traitement efficace pour n'importe quelle condition. La valeur du Reiki n'est donc pas prouvée. Fin de citation, il me semble que c'est clair. En 2015, on trouve une étude qui est a priori plus solide que les autres. Il s'agit d'une revue Cochrane, son sujet, Reiki pour la dépression et l'anxiété. Et c'est intéressant, parce que les effets sur l'anxiété sont ceux qui ont le plus de chances de se produire si le Reiki est efficace pour produire des effets contextuels, même en l'absence d'énergie vitale. C'est le type d'indication sur lequel on peut espérer qu'une théorie complètement farfelue, mais qui propose du sens, un narratif, quelque chose qui plaît aux patients, puisse produire un résultat quand même. Conclusion des auteurs. Les preuves sont insuffisantes pour dire si le Reiki est utile ou non pour les personnes de plus de 16 ans souffrant d'anxiété ou de dépression, ou les deux. Et ça, en langage scientifique, c'est équivalent à dire « non mais votre truc, ça marche pas hein ». En 2018, une étude sort dans Complementary Therapies in Clinical Practice, une revue bien placée dans son domaine, mais dont le but est de valider les pratiques alternatives. La méta-analyse inclut 4 études portant sur douleur, dépression et anxiété et obtient un effet statistique. Je cite. Conclusion. Par conséquent, cette méta-analyse a révélé que le Reiki était une approche efficace pour soulager la douleur. Et on pourrait trouver que prononcer une telle conclusion sur la base de 4 études
rassemblant 212 patients après 96 ans d'existence du Reiki, ça a quelque chose d'audacieux qui donne envie de se méfier des revues qui ont manifestement un intérêt à montrer que ce genre de pratique fonctionne. Je dis ça, je dis rien. Terminons avec une étude de 2019 menée au centre gériatrique du CHU de Limoges et portant sur thérapie Reiki sur la douleur, l'anxiété et la qualité de vie. L'étude nous dit ceci, ouvrons les guillemets. En raison du faible nombre d'études sur les soins palliatifs, nous n'avons pas été en mesure d'identifier clairement les bénéfices de la thérapie Reiki. Mais plus loin, les auteurs estiment quand même que les données sont encourageantes. Et c'est souvent le cas des recherches non conclusives parce que les chercheurs, mesdames et messieurs, sont des humains qui ont tendance à croire à leurs hypothèses. Sur le site états-unien du National Center for Complementary and Integrative Health est écrit la chose suivante. L'efficacité du Reiki n'a pas été clairement démontrée pour quelque raison que ce soit liée à la santé. Il a été étudié pour diverses affections, notamment la douleur, l'anxiété et la dépression, mais la plupart des recherches n'ont pas été de grande qualité et les résultats ont été incohérents. Il n'existe aucune preuve scientifique de l'existence du champ énergétique supposé jouer un rôle dans le Reiki. Fin de citation. À ce jour, des études ponctuelles indiquent parfois que la pratique du Reiki pourrait avoir un effet plus prononcé que le placebo sur l'anxiété, mais les méta-analyses n'aboutissent jamais à ces conclusions-là. À chaque fois, les chercheurs sont obligés d'admettre que les travaux sont susceptibles de présenter des biais importants. Ce qu'ils ne prennent jamais en considération, en revanche, quand ils concluent par exemple deux points, que l'intégration du Reiki en tant que traitement complémentaire à la psychothérapie classique pour la dépression, le stress et l'anxiété peut s'avérer approprié. Fin de citation. C'est que valider une approche énergétique teintée de spiritualisme pourrait avoir un coût en termes d'entrisme anti-science au sein même des établissements de santé. S'arrêter au seul bénéfice d'une p-value vaguement encourageante sur des critères cliniques extrêmement sensibles aux effets contextuels pourrait être une erreur, dont le prix nous apparaîtra quand l'idéologie qui imprègne ces pratiques alternatives aura acquis du pouvoir dans la médecine elle-même. Un problème fondamental dans l'évaluation du Reiki est que son mécanisme d'action supposé, la transmission d'une énergie universelle, n'a jamais été démontré par aucune méthode rationnelle. Aucun instrument scientifique n'a pu mesurer cette prétendue énergie vitale et son existence contredit les principes établis de la physique. Et ce n'est pas manquer d'ouverture d'esprit que de demander à ce qu'on nous prouve des choses avant de vouloir qu'on y croie. Le Reiki continue d'être proposé à des malades atteints du cancer. Or, la présidente du groupe espagnol des patients atteints de cancer rappelle en 2018 que ces prétendues vertus ne sont en aucun cas le traitement d'une maladie et qu'un café entre amis peut procurer les mêmes bienfaits. Ça coûte moins cher en plus et ça ne nous farcit pas la tête d'idées bizarres comme quoi la médecine ne ferait pas son travail. Des dérives et des abus. Reiki, c'est dire esprit, énergie. Alors esprit, on peut le tourner dans le sens esprit, la conscience suprême, mais c'est aussi les esprits, les défunts, les esprits, les fantômes là. C'est-à-dire le culte des défunts. C'est de la magie noire, faut le dire, tout simplement. Le Reiki, comme d'autres pratiques de soins non conventionnels, n'est pas exempt de dérives. La vraie médecine non plus, évidemment. Mais pour le Reiki, c'est assez peu étonnant, puisque des certificats peuvent être achetés en ligne pour moins de 100 $, et qu'il n'est pas rare qu'un cours permette d'obtenir le titre de maître Reiki en 2 week-ends. Autrement dit, votre praticien Reiki à vous, madame, à vous, monsieur, peut être n'importe qui. Et même si il peut inspirer confiance parce que les beaux parleurs savent le faire, c'est peut-être quelqu'un qui est dénué de la moindre compétence et qui est motivé par autre chose que le soin d'autrui. Et cette autre chose, ça peut être grave, en fait.
Le danger principal du Reiki réside dans son potentiel à détourner les patients des traitements médicaux nécessaires. En promettant des guérisons miraculeuses ou en minimisant les maladies graves comme le cancer, certains praticiens peuvent causer une perte de chance pour les patients. En croyant être protégés ou soignés par le Reiki, certains patients peuvent négliger des mesures préventives importantes ou ignorer des symptômes nécessitant une attention médicale à cause d'un faux sentiment de sécurité. La promotion de concepts pseudo-scientifiques comme l'énergie vitale contribue à une forme de confusion épistémique, rendant des personnes plus susceptibles d'adhérer à d'autres croyances non fondées avec leurs propres dérives. L'absence de cadre réglementaire permet à des individus peu scrupuleux ou mal formés, ou les deux, d'exploiter financièrement ou psychologiquement leurs clients. Certains dépensent des milliers d'euros en formations Reiki successives, souvent présentées comme nécessaires pour atteindre un niveau supérieur d'éveil ou de guérison. Contrairement à certaines pratiques alternatives impliquant des substances ou des manipulations physiques, le Reiki en lui-même présente peu de risques d'effets indésirables directs. C'est vrai. Cependant, des cas d'aggravation d'états anxieux ont été rapportés, particulièrement chez des personnes souffrant de troubles psychiatriques pour qui l'atmosphère mystique, les sensations inhabituelles ou la culpabilisation de leur blocage énergétique peuvent être déstabilisantes. Les dérives sectaires associées au Reiki peuvent entraîner une emprise mentale sur les individus vulnérables, en créant une dépendance thérapeutique, en isolant progressivement la personne de son entourage, en promouvant des visions conspirationnistes de la médecine conventionnelle et en utilisant le Reiki comme porte d'entrée vers d'autres pratiques ésotériques plus radicales. Tout cela a des conséquences graves pour leur santé mentale et sociale. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes, en France a exprimé des réserves concernant le Reiki. Dans son rapport de 2016-2017, elle note que le Reiki, bien que présenté comme une méthode de bien-être, peut entraîner des dérives sectaires, notamment en raison de l'absence de formation médicale des praticiens et du risque d'emprise mentale. En moyenne, le Reiki est concerné par une centaine de signalements pour dérives sectaires chaque année. L'emprise peut aboutir à des situations dramatiques. Voici quelques exemples. Le 4 mars 2013, Michael Ireland, un prétendu maître Reiki, est condamné par le tribunal de Manchester à 16 ans de prison pour 25 infractions sexuelles commises entre 1984 et 2009 sur 6 femmes et 2 enfants, sous couvert de pratiques spirituelles et énergétiques. Il utilisait son statut de maître Reiki et de médium pour manipuler ses victimes, prétendant les aider à se libérer de blocages émotionnels ou de démons. La maîtresse Reiki, Luce Barbe, a exploité la crédulité et la vulnérabilité d'une vingtaine de personnes entre 2009 et 2012 dans sa ferme à Servance, en Haute-Saône. Elle leur faisait miroiter des guérisons miraculeuses. Elle les a fait travailler gratuitement dans son exploitation, tout en leur faisant payer des thérapies censées les purifier. L'affaire a éclaté au grand jour lorsque Barbe a été condamnée en octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Vesoul à 5 ans de prison ferme pour abus de faiblesse et travail dissimulé. Un troisième exemple, en novembre 2024, le tribunal de Clermont-Ferrand condamne un maître Reiki à 10 mois de prison ferme pour l'agression sexuelle d'une fillette de 10 ans. Bien sûr, ce type de dérive grave n'est pas l'apanage des pratiques de soins alternatives, mais l'absence de tout cadre professionnel et l'isolement des consultants augmentent considérablement les risques et notre vigilance doit s'accroître à l'avenant. Le Reiki s'inscrit dans un cadre plus large, celui du New Age, un courant ésotérique qui mêle spiritualité orientale et occidentale, médecines alternatives et développement personnel dans une sous-culture très lucrative et en constante mutation pour s'infiltrer dans le monde de l'entreprise comme dans celui de la santé ou de l'enseignement. Charlatan, charlatan, venez, je vous attends. Charlatan, charlatan, on fait comme si on fait semblant. Charlatan.
Passons à la conclusion. J'aimerais préciser, pour éviter les malentendus, qu'une vidéo comme celle-ci, qui critique de manière la plus neutre, la plus objective, la plus honnête possible une pratique, une culture, une croyance, ne consiste pas à vouloir interdire aux gens de faire ce qu'ils veulent. Je veux qu'on respecte la liberté de conscience de chacun et qu'on ait le droit de croire ce qu'on veut. Ça implique aussi de tolérer que les autres gens qui croient des choses différentes puissent le dire. Et ça implique que ces gens puissent critiquer ce qu'on a à dire. Et évidemment, je vais encore trouver dans les commentaires des gens qui disent « Mais avant de critiquer, il faut essayer soi-même » et c'est l'antithèse totale de la méthode scientifique et rationnelle qui consiste à s'appuyer sur les connaissances des autres et une méthode transpersonnelle où on peut évaluer des hypothèses et les tenir vraies indépendamment de qui je suis et de qui est la personne qui a écrit le papier. La vraie ouverture d'esprit, c'est cela, et on n'a pas de leçon à recevoir de ceux qui veulent absolument engueuler tous ceux qui vont critiquer leurs croyances. Ça, c'est pas une preuve d'ouverture d'esprit. Maintenant, il est temps de conclure. Le Reiki ne repose sur strictement aucune preuve scientifique. Il relève davantage des croyances spirituelles que de la médecine. C'est une doctrine qui illustre parfaitement les défis que posent aujourd'hui dans nos sociétés les pratiques de soins non conventionnels. Son succès témoigne d'aspirations légitimes à un soin plus humain, mais aussi d'une vulnérabilité face aux explications simplistes et aux promesses de guérison miraculeuse. Une approche zététique du Reiki ne consiste pas à nier les expériences subjectives des utilisateurs, ou à se moquer d'eux, mais à examiner rigoureusement ces prétentions à la lumière des connaissances scientifiques actuelles. Au terme de cet examen, force est de constater que rien ne valide l'existence de l'énergie universelle que prétendent manipuler les praticiens, ni l'efficacité spécifique du Reiki au-delà d'un effet contextuel. Au-delà des risques individuels, le Reiki et d'autres pratiques similaires contribuent à une érosion de la pensée critique et de la confiance dans la médecine basée sur les preuves. En promouvant l'idée que des énergies invisibles et non détectables peuvent guérir, le Reiki s'oppose frontalement à la démarche scientifique qui requiert des preuves empiriques et des mécanismes explicables. Particulièrement préoccupante est la tendance de certains hôpitaux et institutions médicales à faire rentrer le Reiki dans leurs soins intégratifs, lui conférant une légitimité indue. Cette intégration, souvent motivée par des considérations commerciales ou par la volonté de satisfaire une demande, risque de brouiller la distinction essentielle entre pratiques validées et pratiques non validées. Face à cette pratique, l'attitude la plus raisonnable semble être celle d'une vigilance bienveillante mais ferme. Reconnaître le besoin d'accompagnement humain et de réconfort que comblent parfois ces pratiques, tout en refusant de leur accorder une légitimité scientifique qu'elles ne méritent pas. Et surtout, il me semble crucial de continuer à promouvoir l'éducation scientifique à tous les âges et à la pensée critique pour se protéger contre les récits séduisants, satisfaisants, qui peuvent nous emmener, chacun d'entre nous, vers des décisions regrettables pour notre santé ou celle de nos proches. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Partagez-la si elle vous semble utile, activez la cloche, abonnez-vous. Merci beaucoup si vous avez envie de soutenir le travail indépendant que je fais sur cette chaîne en contribuant sur des plateformes de financement. Les liens sont dans la description, c'est vital. Merci beaucoup à ceux qui déjà contribuent. À bientôt pour une prochaine vidéo et si jamais c'est votre truc, avec ou sans énergie, des bisous.